une reliance de deux systèmes de référence que je n'avais pas prévu de relier, ou en tout cas que je n'avais pas pour projet de faire de façon rationnelle se rencontrer. Du coup, il a la figure du bouffon, la figure du savant et la figure de l'artiste. Donc dans le bouffon, c'est l'humour, vous l'avez compris. Dans le savant, bon, ce sera, vous savez, sur l'invention de vaccins, quand je laisse faire des choses et que tout à coup ça crée un truc bizarre et que j'essaie de l'analyser après. Et au niveau de l'artiste, on est plutôt sur l'invention créative, en laissant flotter les choses, en faisant se rencontrer par exemple des matières que je n'avais pas prévu de mettre ensemble, ou des formes. Et de cette rencontre-là va naître quelque chose de nouveau. Alors quand on revient plus prosaïquement dans Wikipédia, parce que bon, notre nouvelle encyclopédie des humanités, les exemples de dissociation que je trouvais marrant à garder, c'est le VTT qui est un mélange d'automobile 4x4 et de vélo. Le Leica, par exemple, je ne savais pas, c'est un boîtier d'appareil photo avec une pellicule de cinéma. Bon, la planche à voile, le surf d'un côté, l'embarcation légère de l'autre. Et alors, est-ce qu'ils ont travaillé par dissociation pour essayer de les inventer? Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, c'est cette idée de rencontre. Donc, je me suis dit qu'il y a quand même un rapport entre la sérendipité et la dissociation. Alors, soit je vais organiser des occasions de dissociation, soit je vais en tout cas, quand deux matrices comme ça vont se heurter, saisir ce qui va se passer de ce choc pour finalement être dans de la sérendipité. Donc finalement, il y a saisir le hasard, mais aussi le sélectionner et sélectionner ce qu'on ne cherchait pas. Et là, ça devient intéressant parce que c'est pas juste il y a un hasard qui passe, mais il y a un hasard qui passe et je l'attrape. C'est bien le geste d'attraper qui est intéressant. Bon, ça va jusque-là? Donc, quand on va regarder du côté de Niali, Csikszentmihalyi, lui, je me suis dit, mais est-ce qu'il dit qu'il y a des contextes sociaux de créativité, puis qu'est-ce qu'il dit de la créativité? Puisque finalement, j'ai trouvé qu'il y avait un lien assez direct entre sérendipité partagée, en tout cas pas partagée, créativité des personnes et créativité de groupe. Alors, il y a une chose qui est intéressante à retenir. Il dit que finalement, il y a trois systèmes intéressants à emboîter dans la créativité et ça amène la dimension sociale, du regard finalement social sur le fait qu'un acte sera considéré créatif ou pas. Il y aurait une interaction entre le domaine qui est fait de règles, de procédures, le domaine de l'écriture, le domaine du théâtre, le domaine de la formation, par exemple, le domaine de ce qu'on pourrait appeler le domaine de l'innovation en formation, qui a ses règles et ses us, ses coutumes. Le milieu qui, lui, est fait d'individus qui joueraient un peu le rôle de gardien de ce domaine et qui, finalement, ont quelque chose à dire sur la valeur de ce que l'individu va inventer, et puis l'individu lui-même, la personne, qui sera créative dans le sens où elle va finalement, en connaissant le domaine, ses us et coutumes, inventer quelque chose que ce domaine, à un moment donné, va reconnaître comme étant un acte créatif. Bon, alors tout ça, finalement, je trouve que ça mène à la question de y a-t-il créativité s'il n'y a pas de destinataire ou de public ou de milieu d'accueil qui ou reconnaîtrait ou au moins accepterait finalement qu'il y ait droit d'exister cette innovation, cette création. Il faut voir qu'on se stabilise sur les mots. Et après, j'ai encore fait un autre détour, mais je vais arriver finalement à la danse contemporaine en essayant de ne pas être trop longue. Toujours chez Miyake, où quand il est allé regarder qu'est-ce que c'était finalement, est-ce qu'on pouvait trouver un caractère d'un individu créatif. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il dit qu'il n'y a pas un caractère, mais que ce qui définit les créatifs, c'est la complexité, et il appelle ça des multitudes. Et il a mis en avant 10 couples finalement de traits que normalement, on a tendance à exclure quand on décrit la personnalité de quelqu'un. Et c'est bien cette tension, ou en tout cas cette capacité qu'auraient les créatifs, ou un groupe créatif, parce que je trouve intéressant de se dire, est-ce que ça ne marche pas pour décrire finalement un comportement d'un collectif? Et sans doute oui, on pourra s'en saisir après justement dans nos travaux sur le cercle, où cette espèce de caractéristiques antithétiques finalement sont vécues
en même temps ou de façon différenciée suivant ce que va nécessiter le contexte. Alors, par exemple, un couple intéressant, c'est des créatifs ou un groupe créatif peut être à la fois en intense dépense d'énergie et à côté de ça, être parfaitement tranquille et pas du tout en agitation, comme une espèce de focalisation laser de l'énergie. On pourrait l'appliquer à nos activités. Est-ce que du coup, on n'arrive pas à être intensément créatif quand en même temps, à côté, on arrive à être intensément rien, intensément vide, intensément, parfaitement au repos. Le couple intelligence, naïveté. Et dans l'intelligence, il y met autant la convergence que la divergence. Et là, dans la naïveté, il y met la fraîcheur. Donc, l'intelligence est définie comme la capacité des idées neuves, finalement, mais aussi de savoir les trier, donc d'être très rationnel, tout en étant à côté naïf, c'est-à-dire pas vraiment calculateur. Le couple fantaisie-discipline, avec l'idée que le créatif a cette histoire du plaisir pour tout bousculer, mais en même temps va soumettre son travail à de l'endurance après l'intuition, on va le retrouver après, du labeur, quelque chose de très carré pour finalement formaliser cette invention. Le couple présent, monde imaginaire, sans déconnecter le monde imaginaire d'un ancrage présent, parce que le présent est conçu comme un système potentiellement en évolution. Le couple introversion-extraversion, avec le fait qu'il a remarqué que les créatifs vivaient parfaitement bien la solitude et en avaient même besoin, comme une espèce de chambre de fabrication solitaire qui permet ensuite la communication, voire qu'il y a besoin de communication, comme on le fait entre nous, pour que les inventions aient un endroit de poursuite finalement par la discussion. L'humilité, la fierté combinée, l'humilité dans le sens où les groupes et les individus créatifs n'ont qu'une hâte, c'est de créer à nouveau autre chose, plutôt que d'être fiers des lauriers qu'ils auraient reçus de leur création. Quelque chose qui m'intéressait aussi, c'est que les individus créatifs échappaient finalement aux stéréotypes sociaux habituels, féminin-masculin, et qui parlent d'une espèce d'androgynie qui fait que les attributs qu'on pourrait donner à chacun des sexes se répartissent sur l'individu, qu'il soit masculin ou féminin, avec finalement une ouverture des comportements qui permet une plus large mode de communication aux êtres dans la société tels qu'ils soient. Et enfin, trois autres choses intéressantes. Ils sont considérés comme rebelles, mais en même temps, ils connaissent parfaitement les règles propres du domaine, parce que l'idée est que finalement, dans cette histoire de créativité et de sérendipité, je ne peux inventer que si je repère que ce qui se rencontre et ce qui fait choc participent du domaine. Donc, si j'en connais la gamme, les règles, on pourrait dire le solfège, finalement, quel est le solfège de mon domaine. Et les derniers deux couples sont à la fois la passion, mais en même temps l'objectivité, de façon à garder le sens critique et à tolérer la critique. Et finalement, le dernier point, c'est un petit peu long, mon inventaire à l'après-vert, c'est la question de la joie, du plaisir, qui vient discuter avec la souffrance, et la souffrance liée à ne pas être satisfait de ce qui a été fait, souffrir d'avoir peur de ne pas pouvoir inventer autre chose après, et la grande joie d'être non pas dans la production d'une innovation, non pas dans l'output, mais d'être dans le processus, dans l'état pas de poursuite, mais de fabrication finalement de cette invention. Bon, du coup, au-delà, et après on va voir ce que ça peut donner dans cette histoire de danse, au-delà de cette question des individus créatifs, on pourrait l'étendre en se disant, est-ce qu'un groupe pourrait être créatif parce qu'il y aurait un partage finalement de ces caractéristiques entre les membres, ou est-ce que finalement, si on regarde un groupe fonctionner, il n'est pas en train de mettre en dynamique en permanence ces tensions, mais bien vécues, autour de ces dipôles qui pourraient être antagonistes, mais qui finalement créent une vie. Voilà, peut-être si vous voulez réagir à ça
avant que je passe à la... Moi, je peux bien réagir. J'ai bien aimé tes figures là, du clown, du savant et de l'artiste comme figure de la rencontre dans un groupe qui produisent des formes d'émergence différentes. Euh, donc, on a un côté clown, un côté artiste, un côté savant, et selon cette posture-là, l'émergence va prendre des formes différentes. Euh, Moi, je voudrais te poser une question. Comment, finalement, ces émergences peuvent être utiles pour apprendre ensemble? C'est-à-dire, comment est-ce que ça reste une émergence pour soi? C'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai une découverte et je la prends pour moi? Ou est-ce qu'au contraire, il y a une idée de partage, puisqu'on parlait de sérendipité partagée? Alors, tu vois, après, quand j'ai regardé justement du côté de ce qu'on avait pu faire en danse contemporaine, je me suis dit, mais en fait, c'est une situation de groupe où l'objectif était de faire une création collective. Donc déjà, de fait, l'émergence, quand elle se produit, elle ne peut qu'être partagée. Sinon c'est un solo. Un solo. Tu vas en danse où tu vas prévoir, tu fais une improvisation pour toi-même, tu montes un solo. Mais dès que tu te mets en contexte de production collective, ça va poser la question de l'émergence arrive et peut être saisie éventuellement par un individu. Et la question est comment elle est saisie par plus qu'un, comment elle est, si elle n'est saisie que par un, portée au groupe, mais comment le groupe peut la repérer comme étant une émergence intéressante. Tu vois? Parce que sinon, on passe d'une sérendipité personnelle où tu saisis que quelque chose a du sens et tu en fais apprentissage pour toi, à comment on repère ensemble que ça a du sens, une logique ou une évidence de l'intérieur, quand c'est vécu, tu vois, au niveau du mouvement, et comment les autres qui sont spectateurs de ce qui se passe, parce que la différence entre un groupe de création d'idées et un groupe de chorégraphie, c'est qu'on a la matière entre. C'est-à-dire que quelque chose donne à voir par le mouvement. Donc, concrètement, ça veut dire qu'en danse contemporaine, si tu es sur un thème, donc ça pose la question de est-ce qu'il faut ou pas d'abord poser un thème préalable de recherche. En l'occurrence, nous, oui. Je me suis rendu compte que dans nos, si tu veux, comment on a inventé, c'est en posant un thème. Donc, ça veut dire que le thème sur lequel, par exemple, je donnais des exemples là sur lesquels on a travaillé, c'est la notion de l'intime. On s'est dit, on a envie, ensemble, de donner à voir dans la danse l'intime. Un intime qui, normalement, ne se montre pas. Comme nous, dans notre groupe d'échange, on se donne comme thème apprendre ensemble. Ok? Donc, nous, on se donne l'intime. Et à partir de là, on a démarré en se disant comment on pourrait physiquement représenter l'intime. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, on avait pas mal travaillé en deux ou trois personnes improvisent et un d'entre nous fait le regard externe qui va saisir une forme qui émerge, va peut-être proposer aux autres d'arrêter et en leur disant mais là, voyons ce mouvement qui s'est passé là ou cet état que j'ai perçu, est-ce que vous pouvez le retrouver? Donc là, tu as une espèce de guide de saisie du hasard. Et en fait, après, quand tu réfléchis, parce que j'en ai rediscuté cette semaine, du coup, avec mes partenaires de jeu, pour qu'on essaie de détricoter nos processus d'innovation, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait de l'intérieur de ceux qui faisaient les mouvements, donc de ceux qui inventent finalement, qui saisissent le hasard à trois, la même perception que c'était juste. Et que c'était juste parce que le mouvement était fluide, il passait à un endroit cohérent, corporellement, et il avait un lien avec le thème. Et il avait un potentiel d'émotion pour le spectateur. Alors, tu vois, je réponds indirectement finalement à ta question. C'est Je trouve que tu réponds très bien parce que l'analogie de la danse que tu donnes, c'est bien un être en groupe à un moment donné, et c'est une très puissante, une très puissante métaphore d'apprendre ensemble parce que comment les mouvements se coordonnent, comment on se met ensemble. J'ai eu une initiation cet été au tango
Et on m'a dit, pour commencer à sentir, il y a ce qu'on appelle le balanceo. Je ne connaissais pas le balanceo, qui est ce moment où tu te mets au diapason de ton partenaire pour voir comment le balancement va se mettre en place et comment un premier pas va s'harmoniser. Et c'est vrai que ce mouvement de la danse m'a fait comprendre des choses sur la façon de se mettre en synchronicité avec l'autre. Et du coup, j'ai mieux compris, par exemple, ce que tu as dit là sur le flow, cette fluidité qui se met en place dans la relation. Est-ce que tu peux développer cette dimension de fluidité qui se met en place dans la relation entre deux individus et ensuite entre plusieurs individus? Comment ça émerge, ça? Alors, effectivement, la fluidité, c'est... alors, ce dont on s'est rendu compte, tu vas voir, je vais revenir à la fluidité par le non-jugement. En fait, on s'est dit, mais finalement, comment on décidait? Comment on décidait que ce geste était bon et que celui-là ne l'était pas? Parce qu'en plus, on avait donc choisi qu'il n'y ait pas de chorégraphe. Tu vois, pendant 5 ans, on a travaillé en auto-chorégraphie. Donc, jamais quelqu'un qui dit, faites ci, faites ça, c'est mieux, j'ai ce projet, dansez pour moi. On était à la fois nos commanditaires et nos fabricants, quoi, tu vois, nos inventeurs et nos commanditaires. Donc, en fait, on n'est jamais passé par j'argumente pour que tu choisisses ça. Bon, donc ça veut dire que la fluidité, elle va naître d'un espèce d'état d'écoute physique très, très concentré, mais très posé, très serein, qui fait que dans un thème donné, donc un thème, je te dis l'intime, dans cet intime, un de nous dit, par exemple, l'intime, c'est dormir. Dormir, être dans son lit, dormir. Et quand on dort, on bouge. On bouge, on va se mettre à se gratter, on rêve, on bouge. Ok, on y va. Donc on se met par terre, comme si on était allongé dans un lit, et on attend. Donc, tu vois, on trouve cette histoire de qu'est-ce qui est le moment, quoi. Et sans qu'il y ait de décision, dans ce sous-thème du thème, fait une proposition de mouvement qui va peut-être aller vers l'autre, et l'autre qui est allongé à côté va sentir que ce mouvement peut se poursuivre par ce que le premier a amorcé. Donc ça veut dire que la fluidité, c'est en fait une espèce de poursuite du mouvement que le corps et l'émotion sont logiques, physiquement et énergétiquement, avec la proposition de l'autre. On est vraiment sur la notion de proposition. Donc là, ça va être la fluidité entre deux individus, mais la fluidité dans un mouvement lui-même, c'est quand le chemin que prend le corps n'est pas intellectualisé, et n'est pas inconfortable. Il y a l'espèce d'esthétique efficace dans le geste sportif, comme on peut l'avoir dans la danse. Il y a une efficacité de chemin, c'est-à-dire si je vais par là pour aller là-bas, je suis mal, je ne suis pas confortable. Donc il y a une fluidité de l'évidence physique qui fait que si je veux aller là-bas, c'est mon coude qui va y aller et la main, elle se retrouve normalement là-bas. Tu vois, ce que tu me dis, moi, ça me fait écho aux échanges qu'on peut avoir sur des forums en ligne, Ouais. où est-ce que l'un expose son idée et se soucie pas de ce que les autres ont dit, ou est-ce qu'au contraire, il épouse une pensée qui commence à se construire, apportant un premier échange, et puis du coup, il y a un deuxième, puis un troisième qui se mettent dans ce flow-là, dans ce flux, et du coup, ça prend un sens collectif beaucoup plus large, alors que parfois dans certains forums, on voit chacun qui fait sa proposition et ne se soucie pas des autres. Alors que donc, il écrit par rapport à la danse, moi je fais ça comme transposition, soit dans un groupe physique, où il y a cette esthétique du groupe physique et puis de la relation, mais également des échanges en ligne, où à un moment donné, je sens aussi que certaines pensées épousent les autres ou que d'autres viennent les contrarier et finalement coupent les échanges entre les participants. Moi, ça m'évoque ça, ce que tu indiques en termes de fluidité. Virginie, oui. Oui, je voulais juste dire, moi, ça m'évoque plutôt, enfin aussi mon expérience dans une chorale en fait de chants anciens,
où en fait tu expérimentes les mêmes choses en fait. Tu as la vibration personnelle qui vient s'harmoniser avec les autres vibrations, puis ça fait un flow général. Mais par contre, le regard extérieur, c'est aussi bien parce que le flow général, je dirais quelquefois, il est un peu cacophonique s'il n'y a pas ce regard extérieur. Mais par contre, à l'intérieur, tu n'as pas l'impression que c'est cacophonique, tu as l'impression tu es dans un flow de toute façon. Donc, je trouve qu'il y a un parallèle aussi à faire avec les groupes de chant, parce que ça, c'est très, très proche aussi. Et puis peut-être que au niveau communication, certaines personnes le ressentent dans leur corps parce qu'ils sont plus physiques, et puis d'autres le ressentent plus peut-être dans le chant. C'est un parallèle à faire un peu différent, mais qui est très, très proche, je pense. Ouais, Voilà. c'est super parce que du coup, ce qui est vachement intéressant, c'est que ce qu'on est en train de lier, c'est comment tu as une fluidité interne d'abord, en fait, parce qu'à l'interne de toi, il n'y a pas une fluidité. Du coup, le passage de relais, soit tu essaies de te convaincre toi-même et du coup, c'est un peu heurté, soit le passage de relais, il est finalement pas très généreux, quoi. Donc tu vois, dans le mouvement en danse, surtout quand tu es dans une improvisation, il faut que ton improvisation, elle soit finalement assez naïve et généreuse en même temps, tout en étant très centrée. C'est pas n'importe quoi, je m'agite sur un thème, c'est quelle est la perception que j'ai pour donner ça, quoi. Et l'autre s'en saisit dans le rythme, dans le mouvement, dans le silence, ça va le faire sauter, ça va le faire s'écraser par terre. Et tu vois, alors il y a un truc que je veux reprendre sur ce que tu dis. Alors, il ne reste plus que 2-3 minutes pour terminer peut-être cet échange, puisque c'est des échanges qui sont calibrés sur à peu près une demi-heure. Ouais, vas-y, je sais pas. Peut-être quels seraient les conseils que tu pourrais nous donner pour utiliser cette sensation-là que tu viens de nous exposer à travers la sérendipité et puis la métaphore de la danse. Qu'est-ce qu'on peut faire de ça pour mieux apprendre ensemble? Je pense qu'il y a quelque chose au niveau du rythme. Qu'il est important de plus écouter entre nous, enfin qui peut être intéressant d'écouter et de plus capter l'état de chaque membre du groupe qui fait nos propositions et sans être justement le facilitateur. Tu vois, en étant nous, les gens entre nous, sans facilitateur justement. Et après, s'il y a un facilitateur, ben, ça peut faciliter. Mais d'être plus à l'écoute de ce que dit quelqu'un, dans quel rythme il le dit, du silence qui suivrait ou d'un mouvement corporel qui suivrait l'accueil d'une autre parole, de façon à ce qu'on soit moins en recherche d'argumentation et plus en continuer l'histoire quoi, ensemble. Tu vois? Voilà. Donc je pense que la réécoute du rythme pourrait nous servir. Bah, écoute, je te propose qu'on s'arrête là-dessus. C'était vraiment intéressant ce détour par la danse et ce que tu nous as apporté. Je trouve que ça éclaire parce que effectivement cette mise en rythme de groupe, cette façon d'être les uns avec les autres, plus à l'écoute et en continuité d'un geste et d'un mouvement, et puis ça se répond. Et puis au bout d'un moment, il y a quelque chose de fort qui se passe entre les individus et on a pratiquement la sensation du ballet. Je trouve que c'est une très belle image que tu nous apportes là. En tout cas, un grand merci. Bon, merci à vous parce que ça m'a permis de me replonger dans tout ça qui a été vraiment pour moi des années de pur bonheur et j'ai pu réinterviewer mes partenaires de jeu qui étaient ravis d'échanger ça avec moi. Donc, merci. Bon, bah écoutez, bonne soirée à eux. Merci pour ton appui technique, Virginie. Merci. C'est moi. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Ciao, ciao. Ciao.